Nous nous retrouvons donc pour une deuxième vidéo consacrée aux permutations et plus particulièrement à la signature d'une permutation, partie utile de ce paragraphe pour les déterminants. Il nous faut tout d'abord définir, et c'est la définition 6, la notion d'inversion. Soit sigma donc une permutation, une paire IJ est une inversion si le produit I moins J, facteur de sigma de I moins sigma de J est négatif, ce qui signifie que sigma de I et sigma de J ne sont pas dans le même ordre que I et J, que la permutation inverse l'ordre de I et de J. On note inv de sigma, le nombre d'inversions de sigma, et nous allons tout de suite regarder un exemple. Nous nous intéressons donc à la permutation sigma, qui est sur le polycopier, sur lequel on a déjà travaillé pour la décomposer en cycle, en cycle et en transposition, et on cherche ses inversions. 1,5 est une inversion, disons que sigma présente une inversion en 1,5 parce que l'image de 1 c'est 3, l'image de 5 c'est 2, l'ordre est modifié. De même 1,6 puisque 1,6 donne 3,1, de même 2,3 puisque ça donne 10,6, de même 2,4 puisque ça donne 10,4, etc., etc. Le dernier étant 7,8 puisque ça donne 7,5. Par contre, il n'y a rien qui commence à 8, puisque 8, 9 et 8, 10 sont des images dans le même ordre, en ordre croissant. Donc je vous laisse à vérifier que vous reconnaissez partout des inversions, et en comptant, on trouve que le nombre d'inversions de sigma est 18. Nous pouvons donc, maintenant que nous avons compris ce qu'est une inversion, définir la signature d'une permutation, c'est -1 puissance le nombre d'inversions. Une permutation est dite paire ou impaire selon que sa signature vaut +1 ou -1. Donc dans l'exemple que nous venons d'étudier, epsilon de sigma, la signature de sigma vaut 1, car -1 puissance, je crois qu'on avait trouvé 18, cela vaut 1. Passons maintenant à un théorème fort important. Si tau est une transposition, alors sa signature vaut -1. Nous allons regarder la démonstration. Soit donc IJ la transposition qui échange I et J, montrons que sa signature est -1. Sur la représentation graphique, vous voyez la représentation donc de la transposition. J'ai supposé I inférieur à J, donc I donne J, I plus 1, J moins 1, J. J donne I puisque c'est une transposition. Regardons où est-ce qu'il y a des inversions. I plus 1 présente une inversion puisque J est plus petit que I plus 1. De même I plus 2, J moins 1 et IJ puisque J est plus grand que I alors que I est plus petit que J, les images sont inversées. Par ailleurs, nous avons également I plus 1 J qui présente une inversion puisque ça donne I plus 1 I, et I plus 1 est plus grand que I. De même jusque J moins 1 J qui devient J moins 1 I, encore une inversion. Donc les inversions de la première ligne, nous allons de I plus 1 à J. Il y en a donc J moins I moins 1 plus 1, à savoir J moins I. Et les inversions de la deuxième ligne, il y en a J-1, moins I moins 1 plus 1, donc J moins I moins 2 plus 1, J moins I moins 1. Au total, nous en avons 2 facteurs de J moins I moins 1, qui est un nombre impair, ce qui nous donne bien sûr que la signature d'une transposition est -1. Poursuivons donc par le théorème 8 que nous admettrons. La signature d'une permutation, c'est le produit pour J strictement inférieur à I de sigma de I moins sigma de J sur I moins J. Sans le démontrer, bien sûr, on comprend que si
IJ ne présente pas d'inversion, on retrouvera sigma de I moins sigma de J dans le même ordre au numérateur, tandis que si IJ présente une inversion, on retrouvera sigma de I et sigma de J dans l'ordre opposé, ce qui explique que le nombre de signes moins qui reste va donner la signature. Ce théorème ne sert pas beaucoup, le théorème 8, sauf à démontrer le théorème 9, qui est admis, donc tout cela est admis, qui nous dit que epsilon de sigma 1 rond sigma 2 égale epsilon de sigma 1 fois epsilon de sigma 2. La signature de la composée de deux permutations est égale au produit des signatures. Et c'est ce théorème admis qui va nous permettre de donner plusieurs manières de calculer une signature parce que le dénombrement des inversions est souvent fort douloureux. Par contre, nous savons depuis le début du paragraphe que toute permutation se décompose en transposition et en cycle. Donc, ça va nous permettre pour les transpositions d'avoir le théorème 10. Si une permutation se décompose en produit de S transposition, sa signature est moins 1 puissance S. Maintenant, on aura bien sûr que si sigma est un cycle de longueur P, sa signature est moins 1 puissance P moins 1. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons vu au théorème 6 que tout cycle se décompose de plusieurs manières d'ailleurs en composé de P-1 transposition. Moralité, la signature d'un cycle, c'est moins 1 puissance P-1. Nous retrouvons donc deux manières de calculer la signature de notre permutation sigma grâce à sa décomposition en cycles. Le premier cycle a pour longueur 3, sa signature est moins 1 puissance 2, à savoir 1. Le deuxième cycle a pour longueur 4, 5, le deuxième cycle a pour longueur 5. Sa signature est donc moins 1 puissance 4, à savoir plus 1. Chacun des cycles a une signature plus 1. La signature de sigma, c'est le produit des deux signatures, ça sera donc bien 1. Maintenant, si on passe par les transpositions, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, epsilon de sigma égale le produit des signatures des 6 transpositions, moins 1 puissance 6, ça refait plus 1, et heureusement. On voit donc aussi, c'est la deuxième remarque, que le nombre de transpositions dans la décomposition d'une permutation n'est pas intrinsèque. Par contre, sa parité l'est. Si on a une décomposition d'une permutation en un nombre pair de transpositions, toute décomposition de cette permutation en transposition comprendra un nombre pair d'éléments. On termine par le groupe alterné. Le groupe alterné, c'est le sous-groupe des permutations paires de Sn. Ça forme un sous-groupe. On démontre facilement, là on vous parle du noyau du morphisme signature, mais c'est un peu compliqué. On démontre facilement en utilisant la caractérisation des sous-groupes que AN est un sous-groupe de Sn. Passons maintenant au paragraphe 2, assez rapide, sur les applications multilinéaires alternées. La définition 9 nous définit ce qu'est une application n linéaire de l'espace vectoriel grand E à la puissance n dans l'espace vectoriel grand F. Pour n égale 2, on parlera de bilinéaire. Pour n égale 3, de trilinéaire. Je vous ferai remarquer que bilinéaire, on l'a déjà rencontré au niveau des matrices. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une application telle que lorsque l'on gèle n-1 composantes, ici A1, AJ-1, AJ plus 1 et AN, et qu'on ne fait varier que la jème composante, l'application est linéaire. On remarque
que, à cause du fait que par une application linéaire, le vecteur nul devient le vecteur nul, alors l'image d'un n-uplet dont un vecteur est nul par une application n linéaire est elle-même nulle toujours parce que l'image par une application linéaire du vecteur nul, c'est le vecteur nul. Ces applications multilinéaires peuvent avoir certaines propriétés particulières. Elles peuvent être symétriques quand on fait une permutation sur les composantes, rien ne se passe. F de x sigma 1 x sigma n égale f de x1 xn. Antisymétrique, dans ce cas-là, si on fait la permutation, eh bien, il y aura la signature de la permutation epsilon de sigma qui apparaîtra, d'où l'obligation d'introduire la signature. Enfin, elle peut être alternée si lorsque deux xi sont égaux, alors l'image est nulle. Exemple, le produit scalaire dans le plan ou dans l'espace est une forme bilinéaire symétrique. On en reparlera, mais ça vous dit déjà quelque chose. On peut remarquer dans Mn de K que l'application qui s'appelle le crochet de Lie et qui a un couple de matrices associé AB moins BA est bilinéaire antisymétrique et alternée. Alors la bilinéarité vient de la bilinéarité du produit matriciel, antisymétrique parce que si j'échange A et B, j'obtiens l'opposé, et alterné parce que si A égale B, eh bien j'obtiens bien sûr 0. Alors je reviens sur cette définition de l'antisymétrie. C'est très coûteux de vérifier pour toute permutation sigma, mais on a vu que les transpositions engendrent Sn, donc il suffit que ça soit vrai pour une transposition. Donc f est symétrique si et seulement si pour toute transposition, f de x tau 1, tau p égale f de x1, tau n plutôt, égale f de x1 xn pour une symétrie, et epsilon et moins f de x1 xn pour une application antisymétrique. Donc c'est comme ça qu'on mémorisera. Symétrique, rien ne se passe si j'échange deux xi. Antisymétrique, si j'échange deux xi, il y a un signe moins qui sort. C'est voilà ce qui reste quand on a tout oublié. Le théorème 13 nous dit que une application n linéaire sur E est alternée si et seulement si elle est antisymétrique. On va voir la démonstration dans quelques instants. Le théorème 14 est nettement moins important, c'est un théorème de structure. L'ensemble des formes n linéaires alternées est un sous-espace vectoriel d'ensemble des applications, alors des formes, donc nous arrivons dans K, l'ensemble des applications de E puissance n dans K. Enfin, le théorème 15 est très important et immédiat. Soit f un élément de AN de E, on ne change pas la valeur prise par f sur un n-uplet de E puissance n en ajoutant à l'un des vecteurs une combinaison linéaire des autres. En particulier, f prend la valeur 0 pour tout p-uplet dont l'un des vecteurs est une combinaison linéaire des autres. Je ne m'arrêterai pas sur ce théorème 15 dans cette vidéo, nous la verrons ensemble, nous verrons la démonstration de ce théorème 15 ensemble demain matin, parce qu'elle est importante pour le calcul des déterminants. Nous allons maintenant passer simplement à la démonstration du théorème 13. Supposons donc f alterné. Qu'est-ce que ça signifie? Quand deux x sont égaux, f est nul. Montrons que f est antisymétrique. Quand on échange deux x, il y a un signe moins qui apparaît. Donc, on veut démontrer que f de x1, xj, xi, xn égale f de x1, xi, xj, xn. Puisque f est alterné, si je mets en place i et en place j le même élément xi plus xj, j'obtiendrai 0. Je vais développer ceci par les n linéarités, d'abord par rapport à la place i. Je vais donc avoir f de x1, xi plus xj, plus f de x1, xj, xi plus xj. Chacun de ces deux éléments est lui-même développé par rapport à la place j, et j'obtiens
donc 4 éléments, dont 2 sont nuls. Et les deux qui restent, f de x1